Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques nord et sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream.
Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire, et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles.
Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple, les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone,
Ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontle. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans
les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnait sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au VIe avant notre ère et au XXe siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles,
Ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction, et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées, et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire.
Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe,
Une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Les conditions qui règnent sur cette île mystérieuse pourraient nous apprendre comment vivre un jour sur Mars. L'île Devon est, à ce jour, la plus grande île inhabitée de notre planète. Elle est située dans l'archipel de l'Arctique canadien, et il est facile de comprendre pourquoi les gens ont tant de mal à s'y installer. Le sol reste gelé en toute saison. La partie orientale de l'île est recouverte d'une épaisse calotte glaciaire toute l'année. Les étés y durent moins de 50 jours. Et le mot été signifie seulement que le sol est sans neige et que les températures sont légèrement supérieures à 8 degrés Celsius. Comme presque aucune plante ne pousse ici, aucune espèce animale ne peut y prospérer non plus. C'est pourquoi les scientifiques comparent cette île à ce que serait la vie sur Mars. En 2001, le projet a été lancé sur l'île Devon pour découvrir comment les gens pourraient vivre et travailler sur d'autres planètes, en particulier sur Mars. Ce projet s'appelle le Houghton Mars Project et il a offert aux scientifiques de la NASA des possibilités d'études uniques. Il y a peu d'options ici en termes de logistique et de transport, et communiquer avec les personnes vivant en dehors de l'île est aussi un peu plus difficile. Les spécialistes pensent que si on parvient à trouver des solutions pour vivre là, on pourrait peut-être aussi le faire sur Mars. On peut considérer cet endroit comme un camp d'entraînement de l'espace, mais ici sur Terre. Les îles Pitcairn se trouvent au milieu de l'océan Pacifique. Si tu aimes l'aventure et les endroits reculés, tu vas te régaler. Mais tu devrais d'abord entreprendre un sacré voyage car aucun avion n'a jamais atteint cet endroit. La seule façon d'atteindre les îles Pitcairn est d'embarquer à bord d'un bateau pour un trajet de 32 heures. Pas étonnant que seules 50 personnes vivent là. Son histoire est aussi très intéressante. Un groupe de personnes s'est installé ici au XVIIIe siècle après l'échec d'une mission maritime. Aujourd'hui encore, tous les habitants de l'île descendent de ce groupe initial. Mais la vie n'y est pas facile. S'ils ont besoin de voir un médecin, par exemple, ils doivent se rendre soit sur l'île de Fidji, soit en Nouvelle-Zélande. Dirigeons-nous maintenant vers le Mexique, où la technologie récente a permis aux scientifiques d'explorer des cénotes fascinants, qui étaient auparavant inconnus. Les cénotes permettent de voir des masses d'eau souterraines. Une équipe d'archéologues, de plongeurs spéléologues, de photographes sous-marins et de biologistes s'est réunie pour explorer et documenter le vaste réseau de cénotes situé dans la péninsule du Yucatan. L'un des plus importants se trouve sous la pyramide principale du site archéologique de Chichén Itzá. Au total, les scientifiques cherchent à explorer environ 6000 cénotes réparties dans toute cette région. L'ensemble du projet est important non seulement en raison des découvertes géologiques, mais aussi en raison de son lien avec le peuple maya et sa culture. Ces récentes découvertes ont révélé que pour les Mayas, ces cénotes n'étaient pas de simples sources d'eau. Ils dictaient leur façon de construire et avaient un impact énorme sur leur vie spirituelle. Le plus haut sommet du monde est le mont Everest, bien sûr, mais il a été largement exploré par des scientifiques et des touristes et ne cache plus beaucoup de secrets. En revanche, le mystérieux Gangkhar Puensum est la plus haute montagne non escaladée de notre planète. La raison de cette virginité n'est pas son isolement ou des conditions particulièrement difficiles. C'est plutôt que les lois locales interdisent son ascension. Elle est située dans le territoire sud-asiatique du Bhoutan. Et son nom se traduit par « le pic blanc des trois frères spirituels ». La tradition locale veut que les sommets des montagnes ne soient pas accessibles aux humains et qu'ils doivent être laissés aux esprits supérieurs. Les montagnes de cette région ne peuvent être escaladées que jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Or, le Gangkhar Puensum culmine à 7500 mètres. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune trace officielle d'un humain ayant atteint le sommet.
Presque toutes les expéditions précédentes ont été stoppées à mi-parcours. L'endroit insolite suivant devrait figurer sur la bucket list de tout voyageur, l'île de Madagascar. Pour commencer, on estime qu'environ 90% des espèces de plantes et d'animaux que l'on trouve là n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Mais une petite partie de l'île a déconcerté les touristes et les scientifiques, la forêt de pierre. Elle fait partie du parc national Tsingy de Bemaraha et présente des formations calcaires uniques. Elle ressemble à des milliers de tours hérissées qui s'étendent à des centaines de mètres dans les airs. La distance entre ces formations peut aller de quelques centimètres à la longueur d'une rue. Aussi beau que ce soit, il est très difficile d'y accéder. Il te faudra quelques jours pour y parvenir depuis la ville la plus proche. Une fois que tu seras arrivé dans le parc, il te sera aussi très difficile de l'explorer. Il faut parfois une journée entière pour parcourir à peine un 800 mètres. Le mot Tsingy se traduit d'ailleurs par « où l'on ne peut pas marcher pieds nus ». Si tu veux visiter le village le plus reculé du monde, prépare-toi à un sacré voyage. Depuis les États-Unis, par exemple, l'itinéraire le plus simple consiste en un vol de 15 heures pour le Cap en Afrique du Sud, suivi d'une traversée en bateau de 6 jours pour atteindre l'île de Tristan d'Acunha. Si tu préfères et que tu as le temps, tu peux aussi naviguer pendant un mois dans l'océan Atlantique Sud. Mais il faut planifier ta visite à l'avance, car seulement 9 trajets en bateau sont effectués vers l'île chaque année. Elle ne fait que 11 km de long et se trouve en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, s'étendant sur seulement 98 km². Elle compte un peu plus de 200 habitants. Et ils pratiquent tous l'agriculture pour vivre. Ils ont un service internet, mais il est très lent. Les gens qui parlent ici parlent le dialecte anglais utilisé par le plus petit nombre de personnes au monde. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915 lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale au monde. Les gens qui vivent là ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures en surface peuvent atteindre 51 degrés Celsius. La ville abrite donc désormais des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy possède aussi le premier hôtel souterrain 4 étoiles du monde. L'île de North Sentinel, située au large de l'Inde, est un autre endroit assez isolé. Pas à cause du temps qu'il faut pour s'y rendre ou du climat, mais parce qu'elle abrite la tribu la plus mystérieuse du monde. La population qui vit là est estimée entre 50 et 400 personnes et n'est pas connue pour avoir eu un quelconque contact avec le monde extérieur, notamment parce que les locaux n'apprécient pas vraiment les visiteurs et ont tendance à les faire fuir, voire à leur faire du mal. Donc, pour protéger à la fois les locaux et les visiteurs, l'île est surveillée par les autorités indiennes locales. On pense que les membres de la tribu ne sont pas immunisés contre les maladies modernes, de sorte que le contact avec des personnes extérieures pourrait leur être fatal. Sur les îles Kerguelen, qui appartiennent à la France, il n'y a pas d'habitants autochtones. Ces îles font partie des terres antarctiques et n'abritent que des scientifiques qui s'y rendent à tour de rôle. À tout moment de l'année, il n'y a pas plus de 100 personnes, et ce sont surtout des ingénieurs et des chercheurs. Il n'y a pas d'avion pour aller sur ces îles, et peu de touristes les ont déjà visitées. L'île est recouverte de glace, et le sol n'est pas vraiment accueillant pour les plantes ou les animaux. Mais si tu es curieux de voir à quoi ressemble cet endroit, tu auras besoin à la fois d'argent et de temps pour entreprendre le voyage. Tu ne peux rejoindre l'île qu'en bateau, qui n'atteint les rivages des Kerguelen que 4 fois par an. Même si tu ne trouveras pas d'hôtel 5 étoiles, séjourner sur ces îles te coûtera très cher. Le voyage part de la Réunion et il faut environ 28 jours pour atteindre la première île. Tu passeras la moitié du temps en mer. Alors prépare-toi à parcourir plus de 9000 km dans l'océan Indien. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot Antarctique ? Très probablement le froid, la neige, la glace et les manchots. Pourtant, c'est l'une des régions les moins explorées du monde et qui cache de nombreuses choses étranges et uniques. Tu n'as pas besoin d'aller en Antarctique pour voir la première chose bizarre. Il te suffit d'ouvrir Google Earth et de trouver l'une des îles les plus au sud de l'Antarctique. L'île du Roi George. Récemment, des internautes y ont remarqué une grande entrée de grotte assez étrange. Où mène ce large passage sombre ?
les gens ont commencé à émettre diverses hypothèses. C'est l'entrée d'une base secrète ou d'un laboratoire. C'est une partie d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé là il y a des milliers d'années. C'est la porte de l'ancienne cité de l'Antarctique. Peut-être qu'il y a une montagne géante avec une ancienne grotte sous toute cette neige et cette glace. Voilà quelques idées. Les internautes ont calculé les dimensions approximatives de cette grotte. Elle pourrait faire environ 22 mètres de haut pour 75 de large. Donc on pourrait y cacher un avion de ligne. La nature a probablement créé cette entrée. C'est l'explication la plus logique. Mais il y a quand même deux éléments étranges. Premièrement, jette un coup d'œil au pied de la montagne. Il semble qu'il y ait des marches à cet endroit. Elles sont de couleur sombre, comme si elles étaient faites de pierre. Et si tu regardes attentivement, tu peux remarquer quelque chose qui ressemble à des empreintes de pas humains. Quelqu'un est-il entré dans cette grotte? Ou peut-être quelqu'un y vit encore maintenant? La deuxième bizarrerie est la disparition de la découverte mystérieuse. Les gens l'ont remarqué pour la première fois sur un cliché Google Maps en 2007. Puis l'entrée a disparu. Puis elle est réapparue quelques années plus tard. Après cela, elle a de nouveau disparu. Et en 2022, les gens l'ont vue à nouveau. Peut-être que la vieille neige fond, une nouvelle couche tombe, puis le vent l'emporte et le cycle se répète. Mais les prétendues marches menant au fond de la grotte font douter de l'origine naturelle de ce tunnel. Tu peux facilement en trouver les coordonnées sur Internet et visiter la grotte via Google Earth. Tu pourrais y déceler quelque chose et le révéler au monde entier. Les gens ont découvert une autre chose étrange à l'aide de Google Earth. En 2020, un internaute a découvert un objet étrange qui ressemblait à un bateau géant à 160 km au large des côtes de l'Antarctique. Ressemblant à un bateau de croisière, il était recouvert de glace et de neige et couché sur le côté. On pouvait deviner les fenêtres, le pont et la passerelle. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial, d'autres ont dit que c'était une sorte de bâtiment secret. L'internaute qui avait remarqué le vaisseau en premier a déclaré que sa taille était d'environ 120 mètres, ce qui est la longueur adéquate pour un navire de passagers. Mais que fait ce navire dans un endroit aussi reculé, au milieu d'un glacier? Comment est-il arrivé ici? Qui était son capitaine? Personne n'a encore trouvé les réponses à ces questions. En 2016, des utilisateurs de Google Earth ont découvert une photo d'un monstre marin inconnu flottant au large des côtes de l'Antarctique. Cette créature ressemblait à un calmar géant d'une longueur d'environ 60 mètres, soit légèrement moins que 3 wagons de train. Imagine simplement ce kraken géant nageant dans les eaux sombres et glacées de l'Antarctique et entraînant au fond tout ce qu'il rencontre sur son passage. C'est peut-être le grand et terrible Chulu, ou bien l'un de ses rejetons. Tu remarqueras rapidement cette cascade rouge sang parmi les interminables paysages blancs éblouissants de l'Antarctique. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du sang. Depuis plusieurs siècles, cette cascade teinte la neige d'une couleur rouge vif. Le ruisseau coule tout droit d'un iceberg blanc. Regardons à l'intérieur et découvrons ce qu'il s'y passe. Il y a des millions d'années, il y avait un petit étang limpide. Mais un glacier s'est ensuite formé autour de lui. Une épaisse couche de glace et de neige a bloqué l'accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Pendant des millénaires, le réservoir est resté dans ce vide froid. Mais à un moment donné, l'eau a creusé un trou dans la paroi glacée et s'est échappée. Lorsque cette eau salée entre en contact avec l'oxygène, elle devient immédiatement écarlate ou couleur rouille. L'Antarctique est le seul endroit où tu puisses trouver un phénomène naturel aussi unique. L'un des endroits les plus secs de la Terre se trouve en Antarctique. Et c'est l'un des déserts les plus dénués de vie au monde. Les vallées sèches de McMurdo. Dans ce désert, tu ne verras pas de soleil brûlant, de sable chaud ou de cactus. Techniquement, un désert désigne un endroit où il y a un manque de précipitation et de vie. Or, les vallées sèches de McMurdo correspondent parfaitement à ces paramètres. Mais cet endroit est aussi unique pour l'Antarctique, car tu n'y trouveras pas de glacier. Malgré le gel, la glace ne peut pas se former dans le désert, car il n'y a pas plu depuis des millions d'années. Il ne neige jamais non plus. Un fort vent descendant des montagnes atteint des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. Il te serait difficile de rester debout là-bas. Le vent, chargé d'humidité, réchauffe et évapore tout le liquide et la neige du désert, en raison de sa vitesse élevée. Seul l'air sec atteint le sol. Toutefois, on y trouve plusieurs lacs. Et s'ils ne gèlent pas, c'est uniquement dû à leur forte salinité. L'eau est tellement salée que les formes de vie ne peuvent pas s'y développer. Mais les scientifiques ont trouvé des organismes microscopiques près des lacs.
Il y a 20 millions d'années, l'Antarctique était rempli de marécages et d'arbres, et grouillé d'insectes et d'animaux. Mais aujourd'hui, il ressemble littéralement à la surface de Mars. Les scientifiques et les astronautes explorent des régions comme les vallées sèches de McMurdo, car les conditions naturelles qui y règnent sont similaires à celles de la planète rouge. Donc, avant de partir sur Mars, tu peux t'entraîner à vivre dans des endroits similaires sur Terre. Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin dans l'Antarctique, rempli de centaines d'amphipodes. Des crustacés semblables aux crevettes. Au fait, quelle est la différence entre l'Antarctique et l'Arctique ? L'Antarctique est la région située à l'extrême sud de la Terre, qui abrite le continent du même nom. Tandis que l'Arctique est une toute autre région. Elles ont les mêmes conditions naturelles, le gel, la glace et la neige, mais elles sont situées dans des parties opposées de la planète. L'Arctique se trouve au pôle Nord, l'Antarctique se trouve au pôle Sud. Maintenant, revenons à la découverte. Les scientifiques ont avancé des théories selon lesquelles la glace de l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières et de lacs d'eau douce. Et en 2022, ils ont découvert un nouvel écosystème. Les chercheurs ont exploré la plateforme glacée de Ross de l'Antarctique et ses rivières souterraines. C'est un morceau de glace massif qui flotte dans l'océan. Une équipe néo-zélandaise a utilisé un appareil de forage spécial équipé d'une alimentation en eau chaude pour percer un trou de 500 mètres de profondeur, soit davantage que la hauteur de l'Empire State Building. Ensuite, ils y ont descendu des caméras vidéo et ont vu des milliers de crustacés nager dans différentes directions. Il semble donc qu'ils soient très peu organisés. Dans les eaux de l'Antarctique, tu peux aussi rencontrer certaines des créatures les plus effrayantes de la planète. Il s'agit des araignées de mer. Elles ont reçu ce nom car elles ressemblent à des araignées terrestres, mais il s'agit en fait d'une espèce d'arthropode marin. Et contrairement aux araignées terrestres, celles de l'océan sont beaucoup plus grandes. Elles ressemblent à 8 énormes pattes, sans corps. Une telle araignée peut avoir la largeur d'une assiette. Certaines d'entre elles n'ont pas d'yeux et ont des proboscises à la place des mâchoires. Les araignées de mer sont peu étudiées car elles vivent dans les eaux froides et profondes. L'Antarctique cache de nombreux animaux peu connus. Dans ces glaciers, il y a de longs tunnels qui mènent à des ténèbres effrayantes. Sur ce continent froid, les gens ont trouvé les restes de dinosaures géants et d'autres créatures anciennes, comme les ancêtres des canards modernes. De nombreux lacs et rivières souterrains cachent une faune inexplorée. Même la glace ici peut être bizarre. Regarde ces icebergs rayés. Ils ont des rayures bleues, noires, vertes et turquoises. La couleur dépend des conditions de l'eau pendant la congélation. Par exemple, les lignes vertes apparaissent à cause des algues. Les bleus se forment lorsque l'eau gèle trop rapidement. Bon, tout ça fait froid dans le dos. Il est grand temps d'aller se réchauffer. Que dirais-tu d'aller à Hawaï ? As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe ? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique,
La traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventrue ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt, avec son équipe, se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burins en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi ? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi ? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercle et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés.
tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Tu peux compter sur les gens qui arpentent Google Earth pour tomber sur les endroits les plus inattendus et les plus étranges au monde. Comme cette mystérieuse pyramide découverte en Antarctique, par exemple. Très vite, Internet s'est mis à foisonner de toutes sortes de théories concernant cette forme inhabituelle. Serait-ce le signe d'une forme de vie inconnue? Cette pyramide est-elle vraiment naturelle ou bien est-elle artificielle? Pour commencer, ce n'est pas la première fois que l'on découvre une pyramide en Antarctique. La première a été observée par l'expédition antarctique britannique dans les années 1910 et a été gardée secrète pendant longtemps. Cette découverte, passée sous silence, n'a fait qu'ajouter au mystère. Une seconde structure de ce type a été découverte en 2016, ce qui a encore accru l'intérêt pour la question. Le mystère a été assez vite décrypté par les scientifiques. Ces formations sont tout simplement des montagnes. Elles se situent près des monts Ellsworth, une chaîne de plus de 400 km de long. Donc ce sont juste des pics montagneux qui ont percé la couche de glace. Quant à leur forme particulière, il s'agit juste d'une coïncidence. On trouve des pyramides partout dans la nature. Le mont Cervin dans les Alpes et le mont Búlandstindur en Islande, par exemple, sont assez similaires en termes de forme. Le nom officiel de pareils pics est Nunatak, c'est-à-dire des pics rocheux qui émergent d'un glacier ou d'une couche de glace. L'Antarctique a des caractéristiques encore bien plus stupéfiantes, comme le fait qu'il abrite 60 à 90% de l'eau douce du monde. C'est parce que sa couche de glace est la plus vaste de notre planète, s'étendant sur 14 millions de kilomètres carrés. On t'épargne les calculs, mais cela ne laisse qu'1% du continent dépourvu de glace. La glace de l'Antarctique atteint 4,5 km d'épaisseur à son point le plus profond, soit la moitié de la hauteur du mont Everest. Si elle venait à fondre complètement, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 60 mètres. Mais il n'a pas toujours fait aussi froid ici. À un certain moment de l'histoire de notre planète, l'Antarctique présentait les mêmes températures moyennes que la ville de Melbourne aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de recherches, mais les scientifiques ont découvert que les températures de l'Antarctique pouvaient atteindre jusqu'à 17 degrés Celsius. Bien sûr, c'était il y a 40 à 50 millions d'années. Mais si tu y réfléchis, c'était à la même époque que les dinosaures parcouraient notre Terre. Le temps s'écoule aussi différemment sur ce continent glacé. Toutes les lignes de longitude qui nous aident à calculer les différents fuseaux horaires fusionnent en un seul point, au pôle sud. Ici, le jour dure 6 mois en été, suivi de 6 mois d'obscurité totale pendant la saison froide. Les scientifiques qui travaillent ici se réfèrent donc le plus souvent à leur fuseau horaire d'origine.
Les chutes de sang ne sont pas un vulgaire chapitre d'un film d'épouvante, mais simplement une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain, rempli d'un type de bactéries particulier. Ces petits organismes absorbent des sulfates en guise de nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ces eaux est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement lorsqu'elle entre en contact de l'air. Ainsi, la couleur rougeâtre de la cascade lui donne aussi son nom. Le mégalodon fut l'un des plus grands prédateurs jamais connus dans l'histoire de notre planète. En termes d'habitat, le mégalodon vivait dans pratiquement toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de tant de mégalodons en Antarctique est probablement que la créature gigantesque était adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Si tu prévois de visiter l'Antarctique en bateau un jour, sache que tu risques de ne pas y parvenir sur un bateau autre que métallique. La coque de ton navire doit être en acier ou en aluminium pour résister aux conditions climatiques difficiles qui règnent ici. L'Antarctique n'abrite pas beaucoup d'insectes. En fait, il n'y a qu'une seule véritable espèce d'insecte qui ait élu domicile ici. C'est un moucheron sans ailes, du nom de Belgica antarctica. Ce diptère est si petit qu'il n'atteint que 2 à 6 mm de long. De nombreux poissons de l'Antarctique ont aussi une substance antigel dans leur sang. Ils n'en ont pas forcément besoin pour se protéger du froid, mais surtout pour éviter d'entrer en contact avec la glace. Ces antigels sont constitués de grosses molécules de glycoprotéines. Elles entourent les petits cristaux de glace qui pourraient se former en s'assurant qu'ils ne se répandent pas dans les tissus de l'animal, ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Elles agissent également comme une sorte de petit coussin, bloquant les cristaux de glace pointus afin qu'ils soient moins susceptibles de provoquer une douleur quelconque. Il ne pleut pas non plus beaucoup sur ce continent glacé. Mais l'Antarctique a une particularité météorologique étonnante. Il regorge de poussière de diamants. Cette poussière est en fait constituée de petits cristaux de glace qui se forment dans l'air humide près de la surface. Tu peux voir cela comme un brouillard glacé. Lorsqu'ils circulent dans l'air et sont frappés par la lumière du soleil, ils se mettent à scintiller, et ce qui donne aux visiteurs l'impression d'être entourés de diamants. C'est probablement le dernier endroit où tu voudrais accoucher. Mais c'est en 1978 que la première personne est née ici de tous les temps. Son nom est Emilio Marcos Palma et depuis lors, 10 autres personnes sont nées ici en Antarctique. Il se trouve un lac sur ce continent glacé qui est tellement saturé de sel qu'il lui est impossible de geler, même si les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés Celsius. C'est parce que l'eau pure gèle à 0 degrés Celsius. L'eau qui contient du sel, ou toute autre substance d'ailleurs, gèlera quand même, mais à une température bien plus basse. Cette température inférieure est variable en fonction de la substance elle-même et de la quantité qui s'en trouve dans l'eau. L'Antarctique fut le dernier continent à être découvert officiellement. Il est resté complètement inexploré jusque dans les années 1920. Mais il aura fallu 20 ans de plus pour confirmer qu'il s'agissait bien d'un continent et pas seulement d'un amas d'îles glacées. Ce n'est pas parce qu'il fait très froid ici que tu ne peux pas y avoir de rendez-vous galant. Une nuit de décembre, un scientifique américain en poste en Antarctique s'est connecté à une application de rencontre, simplement par curiosité. Il était certain qu'aucun autre profil n'apparaîtrait, mais à sa grande surprise, il a trouvé quelqu'un assez rapidement. Une autre chercheuse qui était postée à seulement 45 minutes de là et qui se trouvait en hélicoptère bien sûr. Ils ont fini par se rencontrer et ont ainsi eu le premier encart en Antarctique jamais enregistré. Hormis la glace, ce continent possède quelque chose d'autre en bien plus grande abondance que n'importe quel autre endroit sur Terre. Des météorites. Si l'on se réfère aux recherches effectuées par les scientifiques, les météorites ont les mêmes chances d'atteindre n'importe quel point de notre planète. Cependant, une fois qu'elles ont traversé notre atmosphère, la situation se complique un peu. C'est parce que les différents climats de notre planète, comme ceux que l'on trouve près des jungles, ont beaucoup d'humidité et d'oxygène, capables de corroder la plupart des météorites. Le climat de l'Antarctique est vraiment sec, et donc la possibilité que les météorites s'y corrodent est faible, voire carrément nulle. De plus, il est beaucoup plus facile de repérer ces roches sur la surface blanche et glacée de ce désert que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Si le froid ne te fait pas peur, tu vas sûrement flipper quand tu entendras parler des vents qui règnent ici. C'est parce que l'Antarctique est essentiellement l'endroit le plus venteux de la planète. On a rapporté que la vitesse des vents ici pouvait même atteindre les 320 km/h.
La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits
soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire.